Nous avons abordé hier soir au Café Philo McDo la question de la gauche et de la droite. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir et qui n'a peut-être pas été approfondi à cette occasion, c'est la question de l'immigration. Et je reprendrai un argument utilisé par Valentin, pas forcément hier soir, mais dans de précédentes discussions, un argument d'ailleurs qui se veut antisémite, et qui dit que les juifs ont intérêt à créer de la mixité, à créer du métissage, etc., etc. Pas pour eux, mais pour le peuple. Et quand on remplace le mot juif par l'élite, d'ailleurs les deux sont assez liés en fait, on se demande s'il n'y a pas là effectivement une stratégie intéressante à analyser. Nous sommes en plein, de toute façon, dans dans la lutte des classes. Bon. Donc chaque camp s'efforce de fragiliser l'autre camp. C'est de bonne guerre. Donc, effectivement, si le camp de la gauche, comme je l'ai expliqué hier, comme on en a parlé hier, exactement, je ne fais pas des conférences ex cathedra, voilà, c'est une discussion, c'est un débat. Comme il est ressorti hier, si on préfère, d'un point de vue maïotique, si on veut, la gauche s'appuie sur un socle qui est le peuple, et ce peuple, eh bien, il faut en protéger les intérêts. Les intérêts, à savoir qu'au niveau d'une redistribution, d'une part des gains de l'élite, de l'économie, et puis aussi malgré tout le maintien d'une sorte de cohésion sociale. Cohésion sociale qui ne va pas sans une certaine forme de démagogie. La gauche est foncièrement démagogique de toute façon, par définition, par essence. Et on a dit hier que ce qu'on appelle l'extrême droite du Front National est fondamentalement à gauche. Sauf sur un point, la question de l'immigration. Alors sur la question de l'immigration, effectivement, en réalité, non, je me suis mal exprimé, refus de l'immigration, la gauche a intérêt à refuser l'immigration. Maintenant, il y a une confusion parce que les immigrés font partie de la société française, quelque part, et dès lors qu'ils sont intégrés, même ne serait-ce que formellement et juridiquement, à la société française, la gauche est censée s'en occuper, en quelque sorte. Ça fait partie de son dossier, de sa responsabilité. Donc, refuser la mixité, refuser l'arrivée d'immigrants, ça se comprend, parce que la mixité, ça met en question le socle, ça met en question le consensus. Hein. Or, la force du peuple, c'est son consensus, c'est son unité. Hein. L'unité fait la force, l'union fait la force. Donc tout ce qui peut compromettre cette unité ou cette impression d'unité, par l'immigration notamment, va à l'encontre des intérêts de la gauche. Et inversement, la droite a intérêt à encourager l'immigration, d'abord parce que sa démarche est libre-échangiste, sa démarche est supranationale, et par conséquent, l'immigration fait partie de cette dynamique-là. Et aussi parce que, effectivement, comme vient de le dire, cette immigration va brouiller les cartes de la gauche. La gauche ne va plus pouvoir avoir en face d'elle un ensemble homogène. Et donc ça va la fragiliser. Disons l'échec la droite est plus favorable intrinsèquement à l'immigration, pour des raisons idéologiques que je viens d'exposer, des raisons stratégiques que je viens d'exposer, que la gauche. Alors, dans le cas de Mélenchon, parce que moi ce qui m'intéresse c'est d'élaborer des schémas, des concepts, et voir jusqu'à quel point
ces concepts sont respectés par telle et telle revendication politique. Donc c'est pas parce que Mélenchon pratique une politique pro-migratoire que c'est cohérent avec la théorie de la gauche. Non, c'est pas cohérent. Donc là, il y a un élément de brouillage qui d'ailleurs empêche Mélenchon de se rapprocher de Marine Le Pen, si on peut dire. Marine Le Pen a raison de refuser l'immigration, puisque la gauche refuse l'immigration par sa nature. Je ne dis pas que c'est. Je veux dire par sa nature, je dis bien philosophiquement. Maintenant, que Mélenchon, lui, accepte l'immigration, c'est son problème, mais ça n'est pas une politique de gauche. Et ce n'est pas une politique cohérente. Donc voilà. Alors, à partir du moment où vous avez des leaders qui intègrent des éléments qui sont en contradiction avec le camp qu'ils sont censés représenter, il y a une confusion. Mais cette confusion, on la comprend très bien. Parce que Mélenchon, quelque part, c'est quand même quelqu'un qui appartient à l'élite. Donc lui, il a une philosophie X, et il prétend représenter une population qui a une philosophie Y. Quand je parle de philosophie, ça fait partie de ce que j'ai dit sur la maïeutique. C'est des philosophies qui sont intrinsèques, qui sont viscérales, qui ne sont pas apprises, qui sont là, on a ça dans le sang. Donc, à partir du moment où son discours n'est pas cohérent, où il n'arrive pas à se situer, eh bien, il crée la confusion, et à ce moment-là, il empêche la gauche de s'unir. Voilà. Et par ailleurs, bon, Marine Le Pen est entraînée dans l'idée qu'elle est la droite, soi-disant, etc. Effectivement, quand on écoute le discours, par exemple, aux États-Unis, l'autre fois, de Marion Maréchal, qui dit qu'elle veut que la France soit grande, ça aussi, c'est un discours de droite. Mais c'est un discours de droite, mais en même temps, c'est un discours du genre, oui, bon, voilà, chaque pays veut être grand. Et là, c'est un discours de gauche. Parce que l'homme de droite, il n'est pas focalisé sur le nationalisme. Contrairement à ce qu'on croit souvent, ah oui, la droite est nationaliste. Pas du tout. La droite n'est pas nationaliste, la droite est impérialiste. Elle joue pareil. La droite est colonialiste, oui. La droite cherche à se confronter d'une manière ou d'une autre avec le monde extérieur. On l'a vu avec Trump. Je le disais l'autre jour, hier à René Louis, je disais, mais la paix et la guerre, c'est pareil. La paix et la guerre, c'est toujours le contact avec l'autre. On a vu avec Trump, les relations entre la Corée et les États-Unis peuvent très bien varier d'une semaine à l'autre entre la paix et la guerre. C'est le même principe. La gauche, elle est ni pour la paix ni pour la guerre. La gauche, elle est pour une certaine forme de protectionnisme. Je vais parler tout à l'heure. Protection, c'est le mot qui est clair. Il faut protéger le peuple. Il faut le protéger des réformes. Il faut faire des réformes, mais alors, voilà, à dose homéopathique, hein, absolument. Voilà. Bon. Donc, la réforme, ça risque de déstabiliser le socle de la gauche, le socle populaire, et donc, la seule chose qu'on puisse faire, c'est limiter les dégâts provoqués par le progrès. Et le progrès, on en a besoin aussi. Le progrès qui est le fer de lance de la droite. Le progrès scientifique, le progrès de la pensée qui va déstabiliser forcément les acquis des représentations existantes. C'est pour ça que la gauche est toujours quelque part liée au passé. Elle traîne le boulet de ce qui s'est déjà fait et elle veut le maintenir quelque part. La droite est beaucoup plus libre par rapport à ça, et c'est pour ça qu'elle prend même des libertés par rapport à l'idée de nation. Un empire, c'est pas une nation. Un empire, c'est le dépassement de la nation. Un empire, c'est une forme d'immigration, finalement. L'immigration à l'envers. C'est la conquête de l'autre, et donc l'autre, quelque part, quand il y a un empire, il y a plus, c'est plus une nation, c'est un ensemble de nations. Au sein d'un même ensemble, donc c'est, bon, par exemple, l'Union européenne, c'est un empire. La maîtrise des nazis sur le continent européen, c'était impérial. La maîtrise napoléonienne sur le continent européen, c'était impérial, etc., etc. Et que ce soit un empire au sens hitlérien ou napoléonien, ou que ce soit un empire au sens de l'Union européenne, c'est le même principe, c'est la même chose. Et que ce soit une immigration en faisant venir des gens, ou une immigration, ou une émigration en allant conquérir des peuples à côté, parce que quelque part la colonisation, c'est une sorte d'émigration. Et on l'a suffisamment dit, la France n'a peut-être pas suffisamment exporté
de population dans ces colonies. Donc elle n'a pas suffisamment suscité l'immigration qui est le nerf qui devait accompagner la colonisation. C'est aussi la fragilité. Alors que par exemple, aux États-Unis, l'immigration a permis de refouler complètement les populations locales. Ce que n'a pas complètement permis la situation israélienne, par exemple, avant et après l'indépendance, où il n'y a pas eu assez d'immigration, enfin peu importe, tout ça est lié. Euh, les, pourquoi les Juifs qui se sont installés en Palestine dans les années 20-30, ben, ils n'ont pas été assez nombreux, ils ne se sont pas répartis suffisamment dans le territoire. Hein, et les territoires qu'ils ont occupés, d'autres territoires qu'ils ont laissés aux Arabes, et au bout du compte, eh bien, en 1947, quand on a fait le partage, eh bien, finalement, les régions qui avaient été plus ou moins désertées ou négligées par les Juifs ont été attribuées aux Arabes. C'est la faute d'une mauvaise politique d'émigration ou de répartition sur l'ensemble du territoire palestinien du mandat britannique de 1922-1923. Bon, voilà, tout se paye. Voilà ce que je voulais dire, et je crois que ça clarifie beaucoup le débat. Alors, pour terminer en post-scriptum, bien évidemment, la gauche, elle, pour entraver le processus de la droite, le processus de domination de la droite, elle va vouloir figer la droite, voilà, obliger la droite à s'en tenir à des positions et l'empêcher de remettre en question ce qu'elle a dit. Or, par définition, un scientifique, dans tous les domaines, à droite, on a le droit de remettre en question ce qu'on a dit. Hein. Donc la gauche a tendance à vouloir piéger la droite dans tous les sens, dans tous les domaines, hein, scientifiques, artistiques, en disant voilà, vous avez dit ça, maintenant on fait ça, point final, on s'arrête. Elle voudrait castrer la droite de sa capacité de dynamique. Et je terminerai en disant que d'une certaine manière, la droite ne peut, le chef, le maître ne peut finalement se connecter avec le peuple que par l'intermédiaire de l'écrit et pas par la personne. Parce que quand le chef est présent en personne, il va faire apparaître à quel point il domine le groupe, hein, et ça va être insupportable. En revanche, s'il donne des instructions, moi par exemple, à un moment donné, quand j'organisais des colloques, je mettais un programme, voilà, il programme, un tel parle à telle et telle heure. Là, c'était bien. Moi, je me retirais. Moi, la gauche attend du chef une constitution, un programme, il a annoncé, etc. Et puis après, il se retire et on n'entend plus parler de lui. Hein, bon. Or, moi, cette conception comme ça la droite qui donne des ordres et puis après qui se retire et qui laisse les écrits qui vont faire référence, moi j'ai du mal avec cette idée-là et je pense qu'il faut constamment rappeler que on peut avancer les choses. Tous les grands hommes politiques savent très bien qu'il faut à un certain moment modifier la politique engagée. Hein. Ça a été le cas de Mitterrand en 83, ça a été de Gaulle à d'autres époques, etc. Bon, donc là, il y a un conflit stratégique et tactique finalement, à savoir que le chef doit-il se retirer en laissant des textes qui sont figés et morts, hein, voilà, le juridique, le programmatique, voilà, c'est terminé, c'est organisé, maintenant on n'y revient plus. Ou bien est-ce qu'il doit garder la main et se permettre à tout moment de modifier ce qu'il a fait, c'est ce que fait d'ailleurs Trump, très bien. Voilà, c'est ça le débat tactique aussi qui est important à prendre en compte.